Vous écoutez la radio Futur Média et vous faites bien. Mesdames, Messieurs, merci. Il est 22h, voici le journal. Les titres de cette édition, l'Union des magistrats du Sénégal déplore la brutalité et la médiatisation de la révocation qui, selon son communiqué, ont jeté en pâture deux valeureux magistrats. L'Union des magistrats du Sénégal condamne le non-respect du parallélisme des formes. 135 000 femmes meurent chaque année en donnant la vie. Près de 580 000 nouveau-nés décèdent aussi chaque année. La mauvaise qualité des soins que reçoivent les mères et les enfants en sont les principales causes, selon la directrice régionale de l'UNICEF. Kolda, 11 individus arrêtés, du chanvre indien saisi. C'est le bilan d'une opération de sécurisation à Diaoubé-Kabendou. Gamou de Tivavone, 3 besoins à satisfaire, l'eau, l'électricité et l'assainissement, besoins exprimés par le comité d'organisation du Gamou lors d'une réunion préparatoire au ministère de l'Intérieur. Alingou Ndiaye a rassuré le porte-parole du Khalif général des Tidjana. J'ai subi des tortures et d'autres traitements inhumains lors de mon emprisonnement sous le régime de Yaya Jammeh. C'est Fatoumata Keye Diawara qui le dit. Cette dame a été auditionnée ce mardi en Gambie par la commission Vérité, Réparation et Réconciliation. Troisième journée de la Ligue des Champions, le club Bruges de Crépin Diatta foudroyé à domicile par le Paris Saint-Germain 5-0. Triplé de Kylian Mbappé, Tottenham d'Harry Kane écrase sur le même score l'étoile rouge de Belgrade. La page des sports Abdou Diouf Junior. Il y aura le tour du web, le marché, bonne santé et puis en fin d'édition, l'invité des rêves soir, Momar Thiam, expert consultant en communication, directeur général de l'école HEIC. Il s'entretient en fin d'édition avec Pat Bessé Diba sur la communication du gouvernement de la PR et des éléments de langage définis par le chef de l'État. Attendez de cette édition, Abdou Thiam, bienvenue à toutes et à tous. L'Union des magistrats du Sénégal déplore la brutalité et la médiatisation de la révocation de Moustapha Ka et Samba Ndiaye Seck de leurs fonctions. Au comité des droits de l'homme aux Nations Unies, l'UMS condamne le non-respect du parallélisme des formes dans le limogeage de ces désormais ex-fonctionnaires. Un violent incendie s'est déclaré sur la zone du Technopole, non loin de l'arène nationale. Plusieurs départs de feu se sont signalés sur cette zone marécageuse recouverte d'herbe. Les soldats du feu ont eu du mal à maîtriser les flammes sur une bande d'environ 200 mètres d'Ongwaka. De loin, c'est un nuage de fumée qui domine tout le technopole. À cause de la fumée qui entrait dans nos chambres, c'était pas vraiment agréable pour nous de respirer cette fumée. On est obligé de sortir. Et de très près, c'est une zone marécageuse recouverte d'herbes roseaux qui est en proie à plusieurs foyers de feu. Les riverains sortis de leur habitation constatent l'avancée des flammes. Nyokobay Diouf, délégué du quartier Technopole. Là-bas, à la source, on nous a dit que c'est un fou qui a allumé ça. D'autres nous disent que ce sont ces gens-là qui veulent rembrer le passe pour vendre les terrains et autres. Ce sont eux qui ont fait cela. C'est la 5e ou 6e fois. L'année dernière, c'était plus grave. Il aura fallu près de 4 heures d'intervention aux soldats du feu pour venir à bout des flammes. Capitaine Yatmedieye, commandant de la 13e compagnie de la brigade des sapeurs-pompiers. C'est effectivement d'un feu de roseau. Intéressant, un foyer principal sur une bande de 200 mètres environ et 2 foyers secondaires avec risque de propagation et dégagement de fumée important menaçant les populations situées vers le sud. Notre souci majeur était tout d'abord de contenir le feu dans son volume initial et empêcher toute éventuelle propagation vers les habitations qui étaient menacées. C'était un feu un peu difficile à maîtriser parce que c'était très difficile d'accéder donc au niveau du foyer principal. L'incendie a mobilisé les agents des eaux et forêts et de la police, mais l'origine du feu reste encore inconnue. Nongaka Pikine, RFM. RFM, la radio de toute l'actualité. Kolda, une opération de sécurisation à Diaoubé-Kabendou a permis d'arrêter 11 individus et de saisir du chanvre indien. L'opération est menée par la gendarmerie de Diaoubé Abdoulaye Diallo. Une opération de sécurisation menée par des éléments de la gendarmerie de Diaoubé-Kabendou a permis de mettre hors d'état de nuire 11 individus, dont une dame. La dame en question et son copain sont accusés de détention et de trafic international de chanvre indien.
2 sujets maliens de ce même groupe sont arrêtés pour cause de charlatanisme et de complicité et les 7 autres pour détention et usage de chanvre indien. Avec les agissements des brigands qui opèrent aux alentours du marché hebdomadaire de Diaoubé, du lundi au vendredi dernier, les pandores de la gendarmerie de Diaoubé-Kabendou ont envoyé 19 individus à la maison d'arrêt de correction de Kolda. Pour rappel, au courant de ce mois dernier, les pandores de la gendarmerie de Diaoubé-Kabendou ont envoyé 19 individus à la maison d'arrêt de correction de Kolda. Pour rappel, au courant de ce mois, ces mêmes agents de sécurité avaient mis la main sur Mamadou Diallo alias Fili qui s'était évadé de la MAC de Vélingara depuis janvier dernier. Ce malfrat et 4 de ses camarades sont accusés d'être les auteurs de plusieurs cas de cambriolage et de vol de moto commis dans le département de Vélingara. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. Forum régional sur l'expérience des soins pour les mères, les nouveau-nés, les enfants en Afrique. Selon la directrice régionale de l'UNICEF, 135 000 femmes meurent chaque année en donnant la vie et près de 580 000 nouveau-nés décèdent également chaque année. Un triste constat qui révèle la piètre qualité des soins que reçoivent les mères et les enfants. Le Sénégal, lui, est félicité pour ses performances. Compte rendu Salimataou. Plus de 15 pays d'Afrique se sont réunis au Sénégal pour ce forum sur l'expérience des soins pour les mères et les nouveau-nés. En Afrique de l'Ouest et du Centre, 135 000 femmes meurent chaque année en donnant la vie. Et cela est dû à la mauvaise qualité des soins. Marie-Pierre Poirier, directrice régionale de l'UNICEF pour l'Afrique. Comment nous est-il possible d'assurer à chaque enfant un épanouissement harmonieux et son droit à grandir dans un milieu familial attentionné, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension, lorsque 135 000 femmes meurent encore chaque année en donnant la vie? Quel droit à la vie garantit-on face à près de 580 000 nouveau-nés qui décèdent chaque année et autant de morts-nés? Ce triste constat révèle la piètre qualité des soins que reçoivent les mères, tant du point de vue de l'offre de soins que de l'expérience des soins. Le Sénégal est félicité pour son engagement et son intervention en faveur des femmes et des enfants. Je voudrais, Monsieur le ministre de la Santé et des Affaires sociales du Sénégal, féliciter le Sénégal pour les mesures politiques et stratégiques mises en place à l'échelle dans votre pays pour améliorer l'expérience des femmes sénégalaises et de leurs familles, en particulier la politique de soins maternels humanisés dont nous venons voir la démonstration et la consultation des femmes, dite consultation monoposte. Présent à la séance, le ministre de la Santé du Sénégal s'est engagé à être attentif aux conclusions de cette rencontre. Abdoulaye Diouf Sarr. Je reste attentif aux conclusions de vos discussions qui, j'en suis persuadé, feront éclore de nouvelles perspectives d'amélioration des soins pour les mères, les nouveau-nés, les enfants et leurs familles en Afrique subsaharienne. La rencontre de 2 jours va permettre aux différents pays d'échanger sur leurs expériences afin de mieux lutter contre la mortalité maternelle et infantile. Les jeunes de Kassak Sud de Dagana lancent un cri du cœur. Ils disent être laissés en rade par le gouvernement du Sénégal. Aucune infrastructure n'a été construite par l'État selon eux. Les jeunes peinent à trouver un emploi et les terres qu'ils possèdent pour cultiver sont accaparées par des responsables politiques qui ne font rien pour la population. Écoutons Alassane Pilor, coordonnateur du mouvement Samagor Samayité de Kassak Sud au micro de Djouma Djoufa. Kassak, c'est dans le département de Dagana, mais aussi c'est dans la commune de Ronk. Et Kassak, c'est un village oublié. Et c'est un village de repeuplement qui a été créé par le président Léopold Sédar Senghor. Il regroupe l'ensemble des anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale, de la guerre d'Indochine et d'Algérie. Mais plusieurs ethnies, il y a le Wolof, le Pulaar et le Sérir. Mais depuis lors, ce village est laissé en rade. Aujourd'hui, les jeunes de ce village, la plupart des petits-fils des anciens combattants réclament à la France et au gouvernement du Sénégal beaucoup de reconnaissance. Des infrastructures comme la poste de santé de Kassak Sud, il n'y a rien là-bas. Non seulement c'est la mairie qui doit prendre les charges comme l'électricité, l'eau, mais tout ça, c'est la population de Kassak Sud qui ont pris leur engagement pour ça. Le président Léopold Sédar Senghor avait mis à la disposition des anciens combattants des terres cultivables. Mais actuellement, la jeunesse de Kassak Sud, il n'y a rien là-bas. Il n'y a que des responsables politiques qui ont pris tout. Je vais là un appel à la gouvernement du Sénégal, un peu plus de reconnaissance. Ce village vieux de 53 ans, encore une fois.
L'Institut de recherche pour le développement veut encadrer les chercheurs. C'est pour moderniser les secteurs porteurs de projets pour combattre la pauvreté. Le ministre de l'Enseignement supérieur s'est prononcé en marge de la journée de célébration des 70 ans de l'IRD au Sénégal. Écoutons Cheikh Oumar Anne au micro de Fatima Telli. Aujourd'hui, vous allez à l'IRD ou vous allez dans nos institutions de recherche. Vous voyez l'apport de l'IRD dans l'encadrement des chercheurs, dans la formation des chercheurs. Ils interviennent bien dans le pays et dans la sous-région. Ils participent à la mise en place d'équipes de recherche. On parle d'équipes de recherche, c'est plusieurs compétences, plusieurs personnes de compétences qui interviennent dans des trucs, qui font dans des secteurs différents, qui ont des résultats, qui travaillent ensemble pour régler des problèmes ensemble. L'IRD permet à beaucoup de pays africains de travailler ensemble sur des problématiques qui les concernent parce qu'on a quelques difficultés, nous, de regrouper seuls. Ils nous apportent beaucoup de compétences parce que c'est une organisation de dimension internationale présente dans plus de 50 pays avec donc des compétences très importantes dans le cadre de projets communs. Nous travaillons et nous appuyons sur ce qu'ils ont développé ailleurs, ce qu'ils ont appris ailleurs pour nous aussi nous mettre à niveau. Il est 22h passé de 11 minutes. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Réunion préparatoire en prélude au Gamou de Tivaouane édition 2019 en présence du porte-parole du Khalif général des Tidjanes et du ministre de l'Intérieur. Le comité d'organisation a exposé des besoins urgents relatifs à l'eau, l'électricité et à l'assainissement. Aly Ngouille Ndiaye a rassuré que tous les engagements seront respectés pour la réussite de l'événement religieux. Abdoulaye Diop. L'eau, l'électricité et l'assainissement, 3 préoccupations majeures du comité d'organisation du Gamou 2019, des préoccupations auxquelles le ministre de l'Intérieur apporte des assurances. Aly Ngouille Ndiaye. Comme vous le savez, c'est un événement qui rassemble beaucoup de monde en un si court laps de temps. Nous avons fait le point de l'ensemble des besoins pour l'eau, pour l'électricité, pour l'assainissement, pour la voirie, et les services qui sont là ont pris des engagements. Nous pensons que tous ces engagements seront respectés parce que nous avons l'habitude de cheminer avec ces services pour la satisfaction de ces préoccupations. L'autre problématique soulevée, la sécurité. Là aussi, le ministre estime que toutes les dispositions seront prises. Sur le plan de la sécurité, j'avoue qu'objectivement, nous avons beaucoup de dispositions qui sont prises par la police, par la gendarmerie, par les sapeurs-pompiers. Et j'avoue que si vous regardez tous ces grands événements, on n'a plus le problème parce que ces forces de défense et de sécurité ont aujourd'hui les effectifs nécessaires, ont également le matériel nécessaire, suffisamment de les déployer à temps. Donc, je pense qu'elles ont parfaitement compris leur mission. La réunion préparatoire du Gamou 2019 s'est tenue en présence du porte-parole du Khalif général des Tidjanes, Serigne Pape Malick Sy, attend le respect des engagements pour un bon déroulement du Mawlud. Abdoulaye Diop, Richard Toll, la 50e édition du Gamou annuel de Thierno Mountaga Ba se prépare. Le préfet du département rassure que les dispositifs seront appliqués à la lettre par la police des frontières. C'est pour empêcher les trafics illicites et assurer la sécurité des pèlerins venant de la Mauritanie. Écoutons Farid Sey, préfet du département au micro de Mamoudou Diagne. Pour la police des frontières, il est revenu sur 2 documents importants. Le premier document, c'est l'autorisation parentale. Donc pour les enfants mineurs qui viennent avec leurs parents. À ce niveau, ce document est indispensable pour que l'enfant puisse arriver au niveau du territoire national. L'autre document aussi qui a été rappelé par le commissaire spécial, c'est la procuration. Pour les véhicules immatriculés RIM et qui doivent venir au niveau du Sénégal, si le propriétaire ou le nom qui figure sur la carte grise, cette personne n'est pas à bord du véhicule, il est recommandé une procuration. Donc c'est ce document-là qui va permettre à la police et à la douane donc, d'admettre ce véhicule au niveau du territoire sénégalais. Tout ceci, c'est des mesures que nous avons prises pour lutter contre les trafics et les vols de véhicules. Et c'est une mesure qui sera appliquée dans toute sa rigueur. Les membres du collectif APR Vamal invitent le chef de l'État à la reconnaissance. Ces jeunes apéristes s'abstiennent sur un éventuel 3e mandat de leur leader politique. Ils étaient en conférence de presse cet après-midi. Leur porte-parole Moustapha Sissoko au micro de Marmbao. Le président de la République, depuis 2007, nous sommes avec lui. Mais aujourd'hui, on ne peut pas admettre les jeunes de l'APR du département de Dakar se trouvent dans des conditions vraiment difficiles sur le côté de l'emploi, de la formation,
même des financements. Nous sommes là pour lancer un appel solennel à son excellence pour qu'il reçoive les jeunes du département de Dakar. Les Sénégalais ont élu le président Macky Sall avec 58%. Laissez-le travailler. Il est en train de faire d'excellentes choses dans ce pays. Maintenant, ce n'est pas le moment de parler de troisième mandat. Il est dans son deuxième mandat. Nous, en tant que jeunes apéristes, on va l'accompagner pour qu'il mène vraiment le Sénégal dans les rails de l'émergence. RFM. L'actualité internationale. Elle nous mène en Gambie où Fatoumata Diawara dit avoir subi des tortures et d'autres traitements inhumains lors de son emprisonnement sous le régime de l'ex-président Yaya Jammeh. Elle a été auditionnée ce mardi par la commission Vérité, Réparation et Réconciliation Banjul Diallo. Horreur, ce mot résume parfaitement ce que l'actuel député du parti au pouvoir dit avoir subi en prison. Fatoumata Diawara. C'était vraiment horrible ce qui s'est passé. On nous battait tous les jours, on ne mangeait pas à notre faim. On ne pouvait même pas marcher pour sortir, se promener un peu dans l'enceinte de la prison parce qu'au fait on n'arrivait plus à marcher. Certaines d'entre nous, même pour aller pisser, écoutez, c'est du sang qui sortait. À une question de la commissaire Mariama Signaté, Fatoumata Diawara répond: je crois que toutes ces tortures, argumente-t-elle, sont dues à mon engagement politique et surtout à mon rôle au sein de l'UDP, le parti de l'actuel président Barrow. What the relationship was between the state and the opposition parties? The relationship was not cordial. Et je pense que c'est surtout ça, mon engagement politique, qui dérangeait dans mon quartier Talindis. J'organisais souvent des meetings, j'invitais des camarades de parti, et voilà. So that we can talk to them. C'est vrai que le temps passe, je suis aujourd'hui élu député, mais les séquelles de ce que j'ai enduré en prison, je les porte toujours, témoigne enfin la dame Fatoumata Diawara. Oui, je continue toujours à me soigner. Il y a de cela peut-être 2 mois, j'étais hospitalisé à Banjul. RFM à Banjul, Wuri Diallo. RFM Sport. Et nous accueillons Abdou Diop Junior pour la page des sports. Bonsoir Abdou. Bonsoir El Hajir Saïdou Nourouba. Football pour démarrer mondial des U17. Le Sénégal gagne ses 3 matchs de préparation. Les Lionceaux ont battu le club brésilien Primavera par 3-0. Ils ont pris le dessus également sur Brasilis par le même score avant de boucler la préparation avec une victoire 4-1 contre Haïti. Malgré tout, l'entraîneur Malik Daf estime qu'il y a beaucoup de choses à revoir avant le début du tournoi. Malik Daf s'est exprimé sur la FSF TV, la chaîne de télévision de la Fédération sénégalaise de football. Nous l'écoutons. Les gens ont mis les moyens pour nous mettre dans d'excellentes conditions de travail et vraiment on remercie le bon Dieu. Connaissant le pays Sénégal avec les moyens que nous avons, les gens ont fait des efforts. Vraiment nous en profitons pour les remercier. C'est un bon site. Je pense que l'équipe de la Côte d'Ivoire avec les Drogba, je pense qu'ils se sont mis ici il n'y a même pas longtemps. C'est un bon site avec un ancien international comme Oscar qui vit dans ce site. Il y a de bonnes infrastructures, un bon hôtel. Nous vraiment on est très bien là aussi. On est familiarisé avec ces gens qui vivent là. On était là pour se préparer. On a joué 3 matchs amicaux. Le premier match on a joué contre Primavera, on a gagné 3-0. Le deuxième match, on a joué Brasilis, on a gagné 3-0. Le troisième match, on a joué Haïti, on a gagné 4-1. Ce que j'aurais aimé terminer cette préparation, cette match de préparation en prendre 2 buts. Mais j'ai pris un but, ça me fait un peu mal, mais je pense que l'essentiel a été fait. On est conscient de ce qui nous attend. Il y a encore des corrections à apporter, malgré qu'on a gagné les 3 matchs, mais tout n'est pas encore parfait parce que nous sommes encore dans la grande compétition. On sait que c'est les grandes nations de football qui se retrouvent là-bas. On sait que la Coupe du Monde n'est pas donnée à n'importe qui. On sait que pour passer des tours, il faut donner le meilleur de soi-même. On sait que d'abord, il faut multiplier les efforts, travailler. Les joueurs sont conscients, ils le savent. Et depuis quelques temps, on sent qu'ils sont concernés, qu'ils sont conscients et puis ils appliquent à la lettre les consignes. Maintenant, comme nous demandons à tout le peuple, à toute la nation de prier pour nous, je pense qu'on est conscients et nous ferons tout pour faire plaisir à tous les Sénégalais. En tout cas, nous, avec beaucoup d'humilité, on va continuer à travailler pour parfaire notre préparation à Victoria. Adjarama Tcherno Malik Daf Golema. C'est ça. L'équipe nationale U17, ça c'est pour faire plaisir à mon ami Saïd Nourouba. Merci beaucoup. L'équipe nationale U17 du Sénégal rejoint Victoria ce mercredi où Malik Daf et ses poulains vont poursuivre la préparation. Les Lionceaux U17 jouent leur premier match de Coupe du Monde contre les États-Unis dimanche 27 octobre, lendemain de l'ouverture de cette compétition.
Le Sénégal prépare le mondial U17 depuis 5 mois. Nous parlons de la Ligue européenne des champions. Le PSG est allé humilier le club riche de Krépin Diatta. Krépin Diatta, titulaire, et ses coéquipiers n'ont rien pu faire pour stopper Mbappé et les siens. 5-0, dont un triplé du jeune Français entré en seconde période à la 51e minute, plus précisément à la place de Choupo-Moting. Le PSG avait ouvert le score par Icardi dès la 7e minute. L'Argentin s'est d'ailleurs offert un doublé lors de ce 50e match de Krépin Diatta avec le club Bruges. Le jeune milieu de terrain sénégalais a marqué, mais son but a été refusé pour une faute de main. Dans ce même groupe A, le Real s'est donné un peu d'air en allant s'imposer à Galatasaray 1-0. Les merengues qui sauvent en même temps leur entraîneur Zinedine Zidane sur la sellette. Depuis quelques jours, il peut dire merci à Toni Kroos, auteur du but du Real Madrid. Dans le groupe B, Tottenham a atomisé Étoile Rouge Belgrade. Son, auteur d'un doublé, et Harry Kane, également auteur d'un doublé, ont marqué les 4 premiers buts de ce Tottenham Étoile Rouge Belgrade. Tottenham qui a finalement gagné par 5-0 puisque Eric Lamela a marqué dans cette partie. L'Olympiakos a reçu mais perdu face au Bayern Munich 2-3. Dans le groupe C, Shakhtar Donetsk et Dynamo Zagreb se sont partagés les points. 2-partout. Manchester City a reçu et battu Atalanta Bergame 5-1. À noter le triplé d'un autre jeune qui ne l'est plus d'ailleurs, Sterling, qui est auteur d'un triplé dans ce match. Agüero a marqué 2 buts. Atlético Madrid dans le groupe D a reçu et battu le Bayer Leverkusen. La Juventus de Turin avec Cristiano Ronaldo a gagné face au Lokomotiv Moscou 2-1, mais c'est l'Argentin Dybala qui a marqué les 2 buts de la Juve. Au programme, demain, Al-Hadji Saïdou Nourouba, nous aurons dans le groupe E ce match attendu de Liverpool à 19h. Liverpool qui se rend à Genk pour y croiser le Racing Genk. Et le Naples de Kalidou Koulibaly qui va également voyager à Salzbourg. Ce sera également à 19h. Dans le groupe F, Inter Milan, Borussia Dortmund, Slavia Prague, FC Barcelone. Dans le groupe G, nous aurons la rencontre Red Bull Leipzig contre Zenit Saint-Pétersbourg. Ce sera à 16h55. À 19h, Benfica, Olympique Lyonnais. Et dans le groupe H, pour terminer la 3e journée de cette Ligue des Champions demain, nous aurons Ajax Amsterdam contre Chelsea. Ce sera à 16h55. À 19h, Lille-Valence. Et nous parlons maintenant d'une autre discipline, beach soccer. Les quarts de finale du championnat se jouent demain mercredi. Le choc Ngor Almadi contre Golf est prévu à la plage de Djamalai. D'autres matchs se jouent à Saint-Louis. Ibrahima Ndiaye Chita se dit surpris, agréablement surpris par la qualité des équipes cette saison. Le championnat sénégalais de beach soccer attire de plus en plus de joueurs de qualité grâce aux performances de l'équipe nationale. Ibrahima Ndiaye Chita avec Youssouf Bodian. On joue les quarts de finale sur la plage de Djamalai. Il y a des matchs alléchants, surtout demain, entre Ngor, Almadi et Golf. Ça, c'est une finale avant la lettre. Mais ce ne sera pas seulement à Dakar, on jouera aussi à Saint-Louis samedi. Nous, on se déplacera là-bas aussi pour bien regarder aussi ces matchs-là. Ce n'est pas seulement à Dakar. On a dit que les équipes de Saint-Louis vont rester à Saint-Louis. Il y a 2 équipes de Saint-Louis qui vont jouer aussi les quarts de finale. Il y a 2 équipes de Dakar qui se déplacent pour aller les rencontrer là-bas sur la plage de base. Donc demain, à partir de 16h30, il y a le premier match. À partir de 17h30, il y a le deuxième match aussi. C'est intéressant. C'est 2 équipes qui viennent de rejoindre le championnat. C'est Ngor Almadi et Malika aussi. Nous, on est témoins de ce que nous disons. On a été vraiment surpris par les nouvelles équipes qui ont intégré le championnat. En même temps aussi, il y a Galaxy aussi de Salif Diao. Et en même temps, Salif aussi est licencié. Il joue. En même temps aussi, il accompagne les gosses. Donc vous voyez, par rapport à la saison dernière, il y a un niveau. L'année dernière, j'avais dit, le niveau est très faible. Mais cette année-ci, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais vraiment, ils ont élevé le rythme. On a été vraiment satisfait sur le plan technique et sur le plan tactique de ce qui se passe cette saison. Malheureusement, on n'a pas eu tellement de temps, au moins pour jouer les matchs retour. On a dit on se focalise juste sur les matchs aller parce qu'il y avait tellement de programmes. Il y avait la Coupe d'Afrique en Égypte avec l'équipe A. Vous voyez, l'équipe aussi du Sénégal aussi. On avait un programme trop chargé pour 2019, mais il fallait quand même jouer la 3e édition pour le championnat. On a pu voir un gosse là qui est là derrière nous, qui joue avec l'équipe nationale du Sénégal. C'est à travers le championnat qu'on l'a découvert. Et là, il vient juste du Qatar où il a marqué 2 buts encore. Donc il y a d'autres aussi qu'on a ciblés. C'est pour vous dire l'importance qu'il y a d'organiser un championnat.
Ibrahima Ndiaye Chita, initiateur du championnat national de beach soccer, il est également le manager de l'équipe nationale. Il s'entretenait avec Youssouf Bodjan, c'était à la plage de Djamalai. Merci Abdou Diouf Junior pour cette page des sports. Le tour du web sur RFM. C'est avec Fama John. Bienvenue. L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité ses 14 commissions, à l'exception de la commission comptabilité et contrôle. Selon Seneweb.com, le député Cheikh Abdou Baredoli s'y est opposé. Il trouve inadmissible qu'une personne soit questeur et membre de la commission comptabilité et contrôle. Nos confrères de rappeler, selon lui, il y a un réel risque de conflit d'intérêts. Nos confrères de rappeler que les députés Daoudou Dia et Aouagnan sont respectivement premier et deuxième questeurs de l'Assemblée nationale. Pape Massata Diack, convoqué par le doyen des juges lundi 4 novembre. Selon Seneweb.com qui cite Libération, le fils de Lamine Diack devrait être inculpé à l'issue de son face-à-face avec les magistrats instructeurs de blanchiment aggravé. Le journal en ligne de rappeler que le petit frère de Massata Diack, Khalil Diack, est lui aussi convoqué, mais en qualité de témoin. Le Sénégal élu à l'unanimité au poste de vice-président du Conseil de l'eau de l'Organisation de la coopération islamique. Information à lire sur bot7.com. Le site de renseigner que notre pays a été élu aux côtés de l'Arabie Saoudite lors du Conseil de l'eau. Elle s'est tenue ce 22 octobre au Caire. Allons maintenant en Guinée. Le coordinateur du Front national de défense de la Constitution condamné à 1 an de prison ferme. Information à lire sur dakaractu.com. Abdourahmane Sanou a été arrêté avec des collaborateurs à la veille des manifestations qui avaient secoué la semaine dernière Conakry. Des manifestations qui ont occasionné la mort d'une dizaine de manifestants. Au même moment, le président Alpha Condé annonce sur son compte Twitter qu'il participe actuellement au sommet Russie-Afrique qui se déroule à Sochi. Le tour du web, c'est fini. À demain. Le marché sur RFM. Et c'est l'affaire de Nafissa Toussila. Bienvenue. Faire le marché en période d'hivernage, ce n'est pas du tout évident. Pour beaucoup de ménages, c'est devenu un calvaire et cela à cause de la cherté des denrées. Légumes ou poissons, c'est cher. Déjà, si on retrouve ces produits sur le marché, l'hivernage est bien passé par là et donc il faut casquer fort ces temps-ci pour un bon djeboudian. Oumou Kalsoum Li, reportage. Tey ji machallah wuu man de yàlla mi ma tiim xam na ne am naa jën waaye sama ndugg rek xoola 5000 francs yi dem na ci dama nekk ci kër gu mag waaye métti na trop machallah wuu man de yàlla mi ma tiim xam na ne am naa jën waaye sama ndugg rek xoola 5000 francs yi dem na ci dama nekk ci kër gu mag waaye métti na trop. Marché Gueule Tapée, des mères de famille faisant le tour des allées du marché dans le désarroi. Hésitant à chaque escale, la cause les prix exorbitants des produits. Tout est cher, nous dit ces ménagères. C'est vraiment dur. Il faut débourser beaucoup pour avoir des légumes frais. Moi qui vous parle, je suis dans une grande famille. J'ai d'énormes difficultés pour remplir mon panier. J'ai jamais vu. Si tu as 5000 francs avec toi, tu peux tout vendre sans t'en rendre compte. Cette vendeuse parle de la cherté du poisson qui est devenu rare et même le poisson fumé. De quoi décourager les bourses modestes. En cette période d'hivernage, légumes, condiments et autres, tout est rare. Du coup, ça devient très cher. Même le poisson fumé coûte cher. Cette dame assise devant son étal de légumes fait savoir que c'est à cause de l'hivernage que tout est devenu inabordable. La patate, le kilogramme, c'est à 400 francs. Le chou, c'est à 1000 francs. Et ce qui explique que c'est tout simplement la période. Le panier de la ménagère se vide petit à petit avec la cherté des produits comme le poisson et les légumes. Pour ces mères de famille, il faudra débourser plus pour avoir du bon djeboudian. Les effets de l'hivernage sont aussi ressentis dans plusieurs marchés du pays qui sont parfois plus ou moins bien approvisionnés en légumes. C'est le cas au marché central de Kaolack où les prix sont passés du simple au double. Le constat avec Ibrahima Djamé.
Des carottes, des choux, de l'aubergine par-ci, du piment, du persil et du poivron par-là. Le marché n'est pas mal approvisionné, mais des légumes qui se vendent actuellement à prix d'or. Bati Diop est vendeur de légumes établi aux abords des allées du marché central de Kaolack. Tous les légumes sont chers, surtout en cette période d'hivernage. Généralement, ils proviennent de Potou, Lompoul et Djogop. Des prix qui sont passés presque du simple au double pour la plupart des produits. Le kilogramme de poivron est à 1500. Certains l'achètent à 2000 pour ensuite le revendre à 2500. Une situation qui se répercute sur le panier de la ménagère. Mère Nafi, nom d'emprunt, est venue faire le marché. Actuellement, on note une hausse sur le prix de tous les légumes. La plupart de ces produits sont importés des autres régions, renseignent des vendeurs de légumes, et avec la période hivernale, la conservation est difficile, des facteurs qui donc se répercutent sur la balance commerciale. C'est tout pour le marché. Merci à Oumou Kalsoumli, à Ibrahim Djamé. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, à travers le programme national de lutte contre le paludisme, vous offre Bonne Santé. Pour se protéger du paludisme, toute la famille doit dormir sous moustiquaire imprégné. Toutes les nuits, toute l'année, en hivernage comme en saison sèche. En cas de fièvre, allez rapidement vers la structure de santé la plus proche pour une prise en charge correcte. Des tests de diagnostic rapide, TDR, sont disponibles et gratuits dans les structures publiques jusqu'au niveau communautaire. Case de santé et DSDOM, pour voir en 15 minutes si vous avez le paludisme ou pas. Si le TDR est positif, les médicaments pour le paludisme simple appelé ACT sont gratuits. Le paludisme est une maladie qui peut causer beaucoup de décès, mais c'est une maladie dont on peut se protéger. Bonne santé, Salimatao. Bienvenue. Toute atteinte de l'appareil locomoteur est considérée comme un rhumatisme, c'est-à-dire tout ce qui constitue les os, les tendons, les articulations. Au Sénégal, les études montrent que les rhumatismes mécaniques sont les plus fréquents. Professeur Souaïbou Ndongo, rhumatologue, chef de service à l'hôpital d'Al Djam. Et par rapport à ces statistiques, deux grands rhumatismes se dégagent, ce qu'on appelle les rhumatismes mécaniques, qui sont particulièrement dominés par l'arthrose, qui reste le rhumatisme le plus fréquent partout au monde, et l'autre versant est constitué par les rhumatismes inflammatoires. Et ces rhumatismes inflammatoires sont particulièrement dominés par une pathologie qu'on appelle la polyarthrite rhumatoïde, qui entraîne des douleurs inflammatoires au niveau de plusieurs articulations et qui peut évoluer si le traitement n'est pas très bien codifié à temps vers des déformations qui sont malheureusement dramatiques. Les facteurs favorisants dépendent du type de rhumatisme. L'obésité figure en bonne partie sur la liste. L'arthrose, par exemple, ses principaux facteurs favorisants sont d'abord l'obésité, la prise de poids, liée aux contraintes qu'exerce cette obésité sur les articulations, particulièrement importante, mais également et tout récemment le rôle de la graisse par rapport notamment au cartilage. Si nous prenons les rhumatismes inflammatoires avec comme exemple la polyarthrite rhumatoïde, qui reste le rhumatisme inflammatoire encore une fois le plus fréquent, les facteurs favorisants sont principalement constitués par le tabac. Pour le traitement, le plus souvent, il faut des mesures préventives. Éviter la prise de poids. La négligence peut entraîner des complications. Professeur Souaïbou Ndongo. Donc la première chose passe d'abord par, bien sûr, la prévention. Ensuite, une fois que le rhumatisme est bien diagnostiqué, il y a globalement, pour ce qui est des rhumatismes inflammatoires, ce qu'on appelle le traitement de fond qui permet de freiner l'évolution de la maladie et le traitement symptomatique qu'on donne au début pour calmer bien sûr les symptômes, en particulier les douleurs. Si certaines formes de rhumatisme touchent majoritairement les personnes âgées, il ne faut pas oublier que les jeunes et les enfants peuvent aussi souffrir de rhumatisme inflammatoire. C'était tout pour Bonne Santé. Rendez-vous demain pour un autre numéro. Bonne Santé vous a été offerte par le ministère de la Santé et de l'Action sociale à travers le programme national de lutte contre le paludisme. Engageons-nous tous pour l'élimination du paludisme au Sénégal.
RFM, la chronique du jour. Oui, elle est signée Pape Sambakan. Il paraît que les sujets de Sa Majesté la Reine Elisabeth n'en peuvent plus du feuilleton qu'est devenu le Brexit et de ses rebondissements rocambolesques. Ils en ont plein les oreilles, les yeux et surtout ont les nerfs mis à vif par ce jeu de yo-yo où c'est un coup, on sortira bientôt de l'Europe, un coup suivant, on est presque sorti. Un autre coup, ce n'est pas si simple que ça, on recommence avec un autre Premier ministre. Entre un Brexit dur, rompre brutalement avec l'Europe, sans accord sur les modalités pratiques, et donc ouvrir un contentieux inextricable avec les Européens, et un Brexit doux, c'est-à-dire suite à des négociations et accords sur un calendrier souple, des compensations financières, la survivance d'une zone de libre-échange, etc., les Anglais ne savent plus vraiment ce que c'est que ce divorce avec l'Europe, qu'ils ont eux-mêmes choisi, croyaient-ils. Or, ce que sont en train d'en faire les politiciens anglais ne ressemble plus à ce qu'ils avaient vu comme une simple formalité, une séparation à l'amiable, facile à plier. Certes, ce fut ainsi que leur avait été présentée l'affaire par les politiciens qui la voulaient. Or, ces derniers eux-mêmes semblent s'être perdus chemin faisant dans l'affaire qui a déjà coûté un Premier ministre au pays. Theresa May, épuisée par le sujet, puis renvoyée et risque d'avoir la peau de son successeur, Boris Johnson. On tourne en rond, on va, on revient de Bruxelles bredouille depuis plus de 3 ans pour une affaire qui avait été plébiscitée par référendum le 23 juin 2016. Et quand Bruxelles fait mine d'assouplissement, c'est le Parlement britannique qui fait obstacle ou Valls hésite entre hard ou soft Brexit. Même les journalistes, on l'a entendu sur la BBC, avouent être complètement dépassés par la tournure que prennent les événements et ne plus rien y comprendre ou si peu. C'est tant qu'une chaîne de télévision de moindre envergure que la Vieille Maison, et dont le nom m'échappe, certes faisant dans la dérision, a annoncé que désormais elle ne traiterait plus de la question parce qu'elle était épuisante, pour voir immédiatement son audience augmenter. Ne rions pas. C'est également tant qu'un sondage réalisé dans la semaine avait révélé que 30% des Anglais avaient décidé de renoncer à suivre les informations sur le Brexit pour ménager leur ménage. Parce que la presse écrite ne les aide pas beaucoup non plus. Après la défaite de Boris Johnson devant le Parlement, entre le flegme angoissé de Sunday Express, « Why won't they let us leave ?» Pourquoi ne nous laisseraient-ils pas partir? Et l'agressive dérision de The Mail, qui traite à sa une le Parlement de House of Fools, la maison des fous, l'exaspération et l'espoir ténu entremêlés n'aident pas beaucoup le manant anglais qui parle sérieusement, et pas que lui, d'un autre référendum sur oui ou non le Brexit. Ils se sont perdus en chemin, les Anglais. RFM, l'invité. Momar Thiam, expert consultant en communication, directeur général de l'école HEIC. Il s'entretient avec Pape Besdiba. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de rester en notre compagnie. Nous nous entretenons avec Momar Thiam, expert consultant en communication, directeur général de l'école HEIC. Monsieur Thiam, bonsoir. Bonsoir. Momar Thiam, Sory Kaba a-t-il commis une erreur de communication pour être sorti du cadre tracé il y a quelques jours par le président Macky Sall? Je dirais plutôt, je ne parlerai pas d'erreur de communication, je parlerai plutôt d'une entorse à la communication gouvernementale. Je m'explique. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a plus de 2 mois de cela, le président de la République lui-même, je pense, avait convoqué un séminaire à Saly où l'ensemble du gouvernement et des partenaires de l'APR, je veux parler de Benno, ont tenu un séminaire autour de la communication gouvernementale où il s'agissait de définir les grandes lignes de la communication gouvernementale. Et cette étape a été reprise par le président de la République qui a réuni autour de lui, après ce séminaire, les personnes, on va dire les personnes pensantes de la communication gouvernementale. Je veux parler de son porte-parole, de son conseiller personnel en communication, pour dire quelle était la ligne directrice de la communication de l'État. Et il me semble, dans cette ligne directrice, il avait bien défini les termes de référence qui étaient que, à chaque fois qu'un membre du gouvernement ou de la coalition devrait s'exprimer sur l'activité gouvernementale, ce serait autour de ses réalisations et des chantiers qui sont en vue, donc des acquis de sa première législature. Et il avait lui-même dit qu'il y avait des personnes ressources qui étaient désignées pour cela
et qu'autour de cette personne, il devait y avoir des experts dans chaque domaine identifié pour être à même d'expliquer et d'expliciter quelle est la marche du gouvernement dans les différents domaines, que ce soit les infrastructures, que ce soit même la bonne gouvernance, que ce soit la santé, l'éducation, etc. Et donc, il y a une ligne directrice, donc un plan de communication qui avait été mis en place et que tout le monde, je veux dire tout le monde, je parle du gouvernement et de ses partenaires, devrait respecter. Et à ce titre, la sortie justement de Sorikaba, je dis tout le temps que c'est une entorse justement à cette ligne directrice parce que tout simplement, Sorikaba était le directeur des Sénégal de l'extérieur et ses prérogatives, à mon sens, se limitaient justement à défendre les intérêts des Sénégalais de l'extérieur, leur vécu, leur quotidien, leurs relations avec les pays d'accueil. Et à chaque fois qu'il y a des problèmes au niveau des Sénégalais de l'extérieur, c'est lui-même qui est intervenu de part de ses prérogatives. Je peux comprendre qu'un journal lui pose la question de savoir quelle va être la configuration politique, pour ne pas dire présidentielle, en 2024, et qu'il soit amené à déraper. J'appelle ça un dérapage. Et à expliquer sa pensée au niveau d'un 3e ou 4e mandat. Et je pense que c'est plus une entorse que vraiment une gaffe qu'il a commise. Et malheureusement, le président de la République étant pourvu de ses prérogatives discrétionnaires qui lui permettent de nommer ou de dégommer, je peux dire qu'il est dans son droit quand il estime qu'une personne a franchi le Rubicon, c'est-à-dire n'a pas respecté la ligne directrice qui a été mise en place en termes de communication et s'est échappé un tout petit peu en dehors de ces lignes directrices et que ça peut porter atteinte à la solidarité gouvernementale, même à l'équilibre de la communication gouvernementale, qui prennent des décisions en remplaçant cette personne. Parce que je dis toujours que ces postes-là qui sont occupés, que ce soit ministre, directeur général, ce sont des missions. Et c'est des missions qui sont souvent confiées à des personnes normalement qui ont le sens de la chose publique, sinon le sens de la mission de service public, et que ces personnes doivent savoir qu'à un moment donné, ces missions peuvent être confiées à d'autres. Et c'est là, je vois le sens quand même de la décision prise par le chef de l'État. Mais est-ce que ces membres de la majorité peuvent continuer à échanger ou à interagir dans l'espace politique avec des messages prédéfinis? Mais vous savez, et c'est là tout le dilemme de la communication d'un gouvernement. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à chaque fois, on dit, mais ça c'est depuis Abdou Diouf, que le gouvernement a un problème de communication. Ça devient un leitmotiv. Et à vos collègues, j'ai expliqué un jour que le problème de communication du gouvernement est dû à deux choses, à mon sens. La première chose, c'est que d'abord, nos gouvernants ne maîtrisent pas ce qu'on appelle la communication professionnalisée, qui n'a rien à voir avec la médiatisation de l'action politique. Parce qu'ils pensent souvent qu'on est dans l'action politique et dans la médiatisation politique, qu'on est en train de communiquer politiquement. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est une question de problème, c'est un problème de ressources humaines au niveau de la communication de l'État. Parce qu'une communication, elle est experte en ce sens que c'est un métier qui demande d'abord une maîtrise des outils, mais qui demande aussi une maîtrise de l'environnement politique et médiatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous confiez la communication de l'État à des politiques, je dis souvent que ce qui se produit, c'est qu'ils sont d'abord acteurs et réceptacles. C'est-à-dire qu'ils sont acteurs de la chose politique et réceptacles de ce qui peut arriver après. Et que donc, ils ne sont pas en position d'avoir une observation participative assez éclairée pour se dire, tiens, en termes de communication, voilà ce que je devrais faire, voilà ce que je ne devrais pas faire. On est tout le temps dans le domaine de l'immédiateté de la chose. Et le temps du politique n'est pas le temps du communicant. Parce que le communicant, il faut qu'il fasse d'abord des études, il faut qu'il fasse ce qu'on appelle un diagnostic de l'existant pour faire des préconisations et des recommandations. Et souvent, l'homme politique, il est dans l'instant. Et à partir du moment où il est dans l'instant, quelquefois, il bricole. Ça marche ou ça ne marche pas. Mais par contre, si l'homme politique sait qu'avant d'agir, il a étudié la chose dans tout son environnement, c'est-à-dire le contenu et tout ce qui l'entoure. Il sait quelles sont les cibles qui sont plus ou moins réactives par rapport à cette chose politique. Il peut non seulement calibrer son discours, mais il peut poser des actes. Parce que communiquer, ce n'est pas uniquement parler. Quelquefois, c'est poser des actes forts qui envoient des messages forts et que les cibles peuvent comprendre et intégrer. Et on n'est pas souvent dans ces schémas-là. Voilà pourquoi, à chaque fois, des problèmes de communication se posent au niveau de nos gouvernants. Je suis même allé plus loin dans la réflexion. À l'époque, c'était en 2008 où il s'agissait pour Wade de changer un tout petit peu son cabinet en communication. J'ai été sollicité, alors que j'étais en mission diplomatique, j'étais le consul général du Sénégal à Bordeaux, pour être dans la shortlist. J'avais expliqué à Wade à l'époque, c'était à Paris à la résidence, je lui avais dit, j'ai été votre conseiller en communication après avoir fait votre campagne en 2000,
Et j'ai fait 1 an et demi avec vous au palais et j'ai compris tout de suite que le conseiller en communication dont le président a besoin, dont le gouvernement a besoin, il ne doit pas être acteur et réceptacle, il ne doit pas être dans l'appareil, il doit être externalisé. Pourquoi externalisé? Parce qu'il doit être à même d'être au niveau des gens, d'être au niveau des publics, de tous les publics qui sont pluriels, de pouvoir les entendre, de pouvoir savoir qu'est-ce qu'ils ressentent, comment ils le disent, et de pouvoir mettre en place toute une stratégie pour être à même d'être entendu. Parce que le problème des hommes politiques, des gouvernants, c'est qu'ils parlent, mais ils ne sont pas entendus. Ils montrent des choses qu'on regarde, mais qu'on ne voit pas de la même manière qu'eux. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'on n'est pas dans les mêmes formes de réception. On n'est pas dans les mêmes formes de réception. Et donc, je dis souvent que ce sont des missions qu'il faut externaliser, qu'il faut confier à des cabinets, à des personnes ressources, qui sont capables de se mouler dans la population, d'être au niveau des gens, tout secteur confondu et tout niveau social confondu, de pouvoir les écouter et de pouvoir faire le reporting nécessaire. Mais on ne peut pas s'enfermer dans un bureau en disant que, par exemple, à Guédiawaye, voilà comment ils perçoivent le problème des inondations. Si vous n'êtes pas avec eux, vous ne pouvez pas le savoir. Si vous ne le vivez pas au quotidien avec eux, vous ne pouvez pas le savoir. Et dire, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on ne doit pas faire. Et souvent, on se trompe justement d'itinéraire. Il y a quelques mois, Macky Sall avait redimensionné l'espace communicationnel du palais avec le rappel de Seydou Gueye, de Abdoulatif Coulibaly. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que ce qui se fait au niveau institutionnel est en cohérence avec les actions politiques ou les politiques de la majorité? Mais on en revient justement à ces incohérences dont je parlais tout à l'heure, qui sont plus quelquefois même des problèmes de compréhension même de la communication politique d'un gouvernement. Parce qu'il ne s'agit pas de changer les hommes et de changer les dispositifs. Il s'agit d'abord de comprendre comment fonctionne une communication politique et comment fonctionne une communication gouvernementale. Parce que la communication politique, elle est globale. La communication gouvernementale, c'est l'espace du gouvernement, c'est-à-dire ce qui constitue tout l'arsenal gouvernemental, les ministres, y compris le Premier ministre. Mais dans la communication politique, vous avez ce qu'on appelle la communication des collectivités territoriales. Vous avez ce qu'on appelle aussi la communication présidentielle, qui peut ne pas être la communication du gouvernement. Parce que à chaque fois qu'il y a un problème, ça revient comme un boulet vers le président de la République. D'autant plus qu'aujourd'hui, on a supprimé le poste de Premier ministre. Et donc, le président est surexposé. Quand il y a un problème au niveau du gouvernement, c'est le président qu'on vise en premier. Quand il y a un problème au niveau de la présidence de la République, qui est une administration, on dit c'est le président de la République. Et donc, il n'y a plus de soupape de sécurité. Et donc, en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il ne s'agit pas de changer les hommes. Il ne s'agit pas de changer les dispositifs. Il s'agit d'avoir d'abord une culture communicationnelle. Et pour cela, il faut comprendre comment elle fonctionne. Il s'agit aussi de définir des stratégies et définir des plans. Mais pour définir des stratégies et des plans, il faut faire le diagnostic de l'existant. Un médecin, avant de vous préconiser une ordonnance, et quand même, qu'est-ce qu'il fait? Il vous diagnostique. Il vous diagnostique. Et après le diagnostic, il vous donne l'ordonnance. L'ordonnance, c'est quoi? L'ordonnance, c'est le plan de communication. Parce que c'est là où on dit, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut prendre, à quel moment il faut le prendre, etc. Et donc, c'est le mode de fonctionnement. Mais nos politiques ne sont pas dans ces schémas-là. Je me souviens toujours d'un président de la République française qui avait bien compris le système. C'était Sarkozy. Sarkozy, à un moment donné, il a vu que toute la communication tournait autour de sa personne, parce que c'est lui qui était beaucoup plus écouté que les autres. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a confié la communication du gouvernement à un cabinet, je pense que c'était... le cabinet s'appelait Images et Stratégie. J'ai oublié le nom d'ailleurs de son dirigeant, qui est un éminent communicant, mais qui était en dehors du gouvernement et qui pouvait faire les études et les diagnostics nécessaires de tout le travail gouvernemental, vu de l'extérieur et vu de l'intérieur, et pouvoir pondre un document en termes de stratégie des plans pour dire voilà les différentes pistes qu'il faudrait peut-être emprunter, et voilà comment tout ce que vous faites est reçu et perçu par l'opinion de l'extérieur. C'est pour ça que j'ai dit on ne peut pas être acteur réceptacle. On a beau changer les personnes, tant que ces personnes sont dans l'appareil d'État, ces personnes ne peuvent pas faire le travail convenablement, parce que vous avez bien vu que d'ailleurs, quelquefois le poste de chargé de la communication du président de la République ou de conseiller spécial se confond avec le poste de porte-parole. C'est ce qui s'est passé avec LHKC, malheureusement, et qui lui a coûté son poste au niveau de la communication. Autre aspect peut-être à analyser, c'est la sortie hier de Khalifa Sall. On attendait un jeu de questions-réponses avec les journalistes. Il a plutôt servi une déclaration, un point de presse. Comment l'analyser? Écoutez,
les gens, évidemment, les observateurs, les journalistes, la presse s'attendaient quand même, et c'est normal parce que le journal, il a toujours envie d'avoir des biscuits, comme on dit, à ce que Khalifa Sall fasse des déclarations intempestives ou des déclarations fracassantes ou des déclarations offensives en direction du pouvoir. Mais moi, j'estime qu'il est en droite ligne de ce qu'il a entrepris depuis qu'il a été élargi de prison, c'est-à-dire il a été voir les familles religieuses, il a été voir les personnalités politiques, en commençant par ses soutiens, il a été voir les leaders d'opinion, la société civile, et sa synthèse a été de se mettre en face de l'opinion publique pour exprimer toute sa gratitude compte tenu de tout ce que l'opinion publique a fait pendant qu'il était en prison. Est-ce que le contexte lui était favorable? Le contexte ne lui a pas été favorable tout simplement parce que il y a ces deux faits d'actualité qui ont été le limogeage de Sory Kaba et le limogeage d'autres personnalités de l'État qui travaillent au niveau du ministère de la Justice et notamment dans la section droits de l'homme. Et que donc, il y a ce qu'on appelle l'effet d'agenda en communication. Ces deux agendas-là sont venus contrebalancer un tout petit peu sa prestation pour ne pas le mettre en face justement de l'éclairage de l'opinion publique pour que son message passe bien. Mais moi, j'estime qu'il était dans une phase de remerciement et d'expression d'une certaine gratitude vis-à-vis de l'opinion. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est d'envoyer ce message fort pour parler de son ancrage dans l'opposition. Et je pense qu'il l'a bien fait, mais malheureusement, peut-être pour lui, mais peut-être pas pour les gens qui le soutiennent puisqu'ils l'ont bien suivi, cet effet d'agenda avec les deux faits d'actualité ont contrebalancé un tout petit peu le poids que ce message pouvait avoir dans l'opinion. Cela dit, je pense qu'il ne pouvait pas faire autrement, d'autant plus qu'il avait déjà annoncé la date et l'heure. Et ensuite, il y a des messages qu'il ne pouvait pas faire passer de manière fracassante qui pouvaient intéresser la presse, en ce sens qu'aujourd'hui, il est dénudé de ses droits civiques, pour ne pas dire de ses droits pour être un candidat potentiel et être élu. Une fois, à mon sens, qu'il aura retrouvé toutes ces prérogatives-là, il pourra s'exprimer de fort belle manière et dire à l'opinion ce qu'il pense de la situation du pays et qu'est-ce qu'il propose justement à la population sénégalaise pour prendre les destinées de ce pays. Momar Thiam, je vous remercie.